Bonjour à tous. J'ai vu qu'il y avait déjà quelques personnes qui étaient en ligne. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez écrire votre réponse dans le chat, s'il vous plaît. Super. Oh, c'est beaucoup de visages connus, beaucoup de noms connus. Parfait. Bon matin, Véro. Je vais attendre encore quelques secondes avant de commencer. Bon matin, Marie-France. Alors, on va commencer. Donc, bon matin à tous. Mon nom est Joanne Morin et je travaille pour l'équipe de promotion de la santé des PSP de Valcartier. Aujourd'hui, le thème qui va être abordé est la prévention des blessures à la course à pied. La présentation devrait durer environ 30 à 40 minutes au maximum. Je vous invite, si vous avez des questions, à les prendre en note et je vais pouvoir lui répondre à la fin seulement. Donc, vous pourrez les déposer dans le chat, la section clavardage, probablement à la droite de votre écran, à la fin de la présentation. Sur ce, je vous souhaite une excellente présentation. Je vais simplement couper ma vidéo. Donc, avant de commencer, voici quelques dispositions d'ordre légal. La présentation que vous allez voir est la propriété intellectuelle du ministère de la Défense. Donc, évidemment, toute reproduction ou retransmission est interdite. Il n'y a pas de sujets sensibles qui sont abordés, donc s'il y a des enfants près de vous, ce n'est pas un problème. S'il y en a qui partagent des expériences ou des questions dans le chat, je vous demande que ce qui est dit dans le chat, dans le cadre de cette présentation, demeure à l'intérieur de la présentation. On veut respecter la vie privée des gens. Finalement, ce séminaire en ligne est enregistré et va pouvoir être visionné ultérieurement sur le site Connexion Fac. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire sur notre page de promotion de la santé Valcartier sur Facebook. Vous êtes encouragés tout au long de la présentation à participer dans le chat ou dans les sondages que je vais faire, mais vous pouvez également simplement suivre la présentation de façon plus passive si c'est ce qui vous convient le mieux. Donc, afin d'illustrer la perception des blessures au sein des Forces armées canadiennes, j'ai préparé un sondage pour vous qui devrait en principe être à la droite de votre écran. Je vais vous le faire apparaître. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez cliquer sur sondage. Oh, pardon. Si vous ne voyez pas, vous pouvez cliquer sur sondage. Donc, je vous laisse une trentaine de secondes pour répondre à la première question. Je vous ajoute maintenant une seconde question. Voilà. Donc, pour la première question, dans les Forces armées canadiennes, quelle partie du corps risque le plus de subir une blessure? La plupart des gens, vous avez répondu la bonne réponse, c'est-à-dire c'est au niveau des membres inférieurs. En fait, selon une étude qui a été menée par Strauss en 2007, que ce soit une lésion qui soit aiguë, exemple un entorse, une fracture, ou bien un microtraumatisme répété, comme par exemple une blessure de surutilisation, les membres inférieurs sont les plus souvent atteints. Au niveau des microtraumatismes répétés, comme c'est souvent le cas qu'il va y avoir lors de la course à pied,
On retrouve souvent dans l'ordre les parties du corps suivantes qui sont affectées, c'est-à-dire les cuisses et les genoux. C'est là qu'on va souvent entendre chez les coureurs des problèmes au niveau du syndrome fémoro-rotulien, du syndrome de la bandelette et de l'iliotibiale. En deuxième lieu, ça va être les blessures au niveau de la jambe inférieure et des chevilles. Donc, c'est là qu'on va souvent aussi entendre les périostites tibiales. Et finalement, au niveau des membres inférieurs, en troisième position, c'est les blessures au niveau des hanches et du bassin. Pour ce qui est de la deuxième question, selon vous, en pratiquant quelle activité les militaires se blessent le plus? Donc, je vais juste revenir à vos réponses. Donc, on a une personne le hockey, 4 personnes la course à pied et 2 personnes la marche avec charge. Donc, effectivement, c'est la course à pied où on retrouve le plus de blessures. Pourquoi? Possiblement parce que c'est une activité qui est facile, qui est accessible, mais surtout parce que c'est là où il y a le plus grand échantillonnage. Si on prend, par exemple, d'autres activités qui blessent beaucoup les gens, soit le hockey sur glace, la marche avec charge, c'est des activités dans lesquelles on retrouve beaucoup de blessures. Et si je prends 10 personnes qui jouent au hockey versus 10 personnes qui courent, le risque à la fin de la semaine, j'ai une blessure possiblement qui est plus élevée au niveau du hockey. Parce que les risques de trauma sont plus grands. Par contre, puisqu'il y a beaucoup plus de gens qui courent parce que c'est accessible, c'est évidemment là qu'il y a le plus grand impact. Donc, la thématique abordée aujourd'hui devient d'autant plus importante en cette période de confinement parce que la course à pied devient pour plusieurs l'option de prédilection. En plus, durant la période du printemps, il y a une recrudescence de courses. Donc, il faut faire vraiment attention à ce niveau-là. Je vous fais part de quelques statistiques qui sont ressorties du sondage Santé et style de vie qui a été mené auprès des membres des Forces canadiennes en 2013 et 2014. Il souligne l'impact des blessures à la course à pied et de la prévention qui est reliée à celle-ci. Donc, l'étude révèle qu'au cours de la dernière année, 32,2% des membres des Forces armées canadiennes ont subi des microtraumatismes répétés suffisamment graves pour limiter leurs activités normales. Ce taux-là était plus que le double à cette époque de la population canadienne qui était de 14%. Donc, on le sait que c'est un problème dans les forces canadiennes. Ensuite, les sports et l'activité physique représentent 37,6% des microtraumatismes répétés chez les membres de la force régulière. Donc, c'est beaucoup. Mais la beauté de cette statistique, c'est qu'on est capable d'avoir un impact significatif pour améliorer le tout. En fait, une réduction des blessures de 30% est possible en faisant simplement des petites modifications aux entraînements qui sont adoptés par les militaires. Finalement, de façon générale, 80 à 95% des blessures, ils peuvent être évitées. L'éducation, elle peut jouer un rôle énorme sur notre propre santé, puis sur l'état, évidemment, l'état de préparation opérationnelle des forces. Donc, aujourd'hui, vous autres qui participez ici à cette formation, vous allez chercher des outils supplémentaires. Donc, j'espère que ça aura un impact significatif sur votre santé musculo-squelettique présente, mais également pour le futur. Voyons donc les principales causes de blessures qui sont reliées à la course à pied. Je vous présente ici un regroupement des trois facteurs en trois grandes catégories selon les données qui ont été requises à Valcartier en 2014. D'abord, on a les facteurs qui sont reliés aux individus. On le sait que dans les forces, il y a la culture de course en peloton, l'entraînement par peloton. En effet, on va souvent voir des membres du rang, des soldats à caporal-chef qui vont être guidés par un membre de leur unité. Dans certains cas, ce n'est pas un problème parce que tous les coureurs peuvent aller chacun à leur niveau, alors que d'autres fois, le rythme est imposé par le leader et c'est là que ça peut amener certaines problématiques. En deuxième lieu, on voit les surcharges des structures... Excusez-moi. On voit les surcharges des structures anatomiques. Donc, les diagnostics les plus fréquents sont de type périostite tibiale, syndrome fémoro-rotulien et syndrome de la bandelette iliotibiale. Ça, c'est des réponses à des structures qui n'ont pas été en mesure de s'adapter. Ça va nous amener à des problèmes, des facteurs reliés à l'entraînement.
ça a également été démontré qu'il y a un irrespect du seuil de tolérance. Donc, les individus ils terminent la course même s'ils ressentent des blessures ou ils terminent la course s'ils sont en situation de fatigue. Bref, parmi toutes les blessures qui sont reliées à la course à pied, il y a un plus grand prorata qui est associé aux unités de combat. Donc, s'il y en a aujourd'hui parmi nous qui font partie de ces unités-là, bien, les stratégies de prévention des blessures sont encore plus importantes pour vous. Pour ce qui est des facteurs qui sont reliés à l'entraînement, en fait, les facteurs qui sont en gras, je vais simplement les survoler ici parce qu'on va les voir plus en profondeur dans les prochaines diapositives. Donc, le facteur le plus important pour prévenir les blessures à la course à pied, c'est la progression. Donc, dans l'étude en 2014, il y a eu des constats que le manque de progression au niveau du volume et de l'intensité était présent dans 80% des blessures. La planification d'autres activités physiques qui impliquent des impacts, exemple des sauts et des marches forcées le même jour, était aussi une cause de blessure. Finalement, l'absence de gradation lors d'un retour suite à une absence prolongée, exemple un retour de déploiement, un congé de maternité, simplement les vacances de Noël sont une autre source de blessures importante. On va en parler un petit peu plus en profondeur plus tard. Et le troisième facteur, c'est les facteurs reliés à l'environnement. Ceux-ci sont un petit peu moins importants que les deux autres catégories de facteurs, mais il faut quand même en tenir compte. Donc, au niveau des chaussures, lorsqu'elles sont adéquates pour la pratique de la course, des changements, des manques de progression au niveau du type de surface et des dénivelés. Donc, il ne faut pas aller trop vite. En fait, il faut tenter au maximum de varier les surfaces. La course en trail peut être un bon exemple puisqu'elle permet de développer une bonne proprioception et c'est toujours varié tout au long du parcours. Un bon exemple est présentement. Il faut éviter de passer du tapis roulant, où on peut avoir, par exemple, couru tout l'hiver, à tout d'un coup, on sort dehors et on court sur l'asphalte qui est une surface très rigide. Et de façon générale, pour diminuer les impacts sur les structures anatomiques, les surfaces moins dures doivent être privilégiées. Exemple, la poussière de pierre. On va aller voir un petit peu plus en profondeur des stratégies de prévention des blessures. Donc, il est important dans chaque entraînement qu'il y ait une période d'échauffement, un corps principal et une période de retour au calme. Donc, dans le cas présent ici, avec l'image que vous voyez, je fais un parallèle entre le corps humain et une voiture. Vous savez, quand il fait froid, souvent, on va connecter notre voiture ou on va aller la partir à l'avance. Pourquoi qu'on fait ça? C'est pas parce qu'elle ne fonctionnera pas, elle ne roulera pas, mais on veut s'assurer qu'elle ait une bonne performance, que ça ne roule pas carré, comme on dit, mais aussi, on veut limiter les bris qu'il va y avoir au moteur. Donc, c'est la même chose pour le corps humain. Pour fonctionner de façon optimale, l'échauffement est essentiel. Et ce dernier peut même permettre de réduire jusqu'à 30% des blessures. Pourquoi qu'on s'échauffe? En fait, c'est pour augmenter le rythme respiratoire et la fréquence cardiaque, pour augmenter la température corporelle, pour augmenter l'élasticité des tendons et des muscles, pour activer les différents systèmes, que ce soit le système neuromusculaire, le système musculaire ou le système cardiovasculaire, évidemment. Et finalement, vous êtes encore à la diapo des questions. Finalement, lubrifier les articulations. Je vois dans le chat avec Yannick que tu es encore à la diapositive des questions. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Yannick, peut-être que si tu... OK pour moi. Donc, je vais continuer comme ça. Et Yannick, peut-être qu'en rediffusion, tu pourras voir vraiment toutes les diapositives qui défilent normalement. Donc, au niveau du retour au calme, c'est un peu le même principe, mais à l'inverse. Ça lag ici. Donc, le retour au calme, il va être important pour diminuer l'intensité de la séance, pour diminuer les fréquences cardiaques et la respiration,
pour diminuer encore une fois la température corporelle, mais c'est aussi une période très intéressante pour la prise de conscience. Donc, est-ce que je suis allée un peu trop loin? Comment que je devrais réorganiser ma course la prochaine fois? Est-ce que j'ai des blessures? Est-ce que j'ai une vieille blessure qui revient? Est-ce que j'ai des douleurs? Donc, c'est une bonne période d'introspection pour analyser l'effort qui a été mis au niveau de nos blessures. De façon générale, c'est ça que devrait ressembler un échauffement et un retour au calme. Chaque séance de course devrait être précédée d'un échauffement d'une durée minimale de 5 minutes, mais pouvant aller jusqu'à 15 minutes. En fait, plus l'entraînement est intense, plus l'échauffement devrait être long. L'objectif est d'augmenter l'intensité progressivement pour atteindre le niveau prévu lors de l'activité principale. Donc, voici un exemple d'échauffement qui serait préalable à une séance d'intervalle. On cherche d'abord à augmenter la température corporelle de façon générale. Donc, selon le niveau de la personne, on peut faire simplement soit un léger jog pour les débutants ou un léger jog ou pour les débutants, ça peut être simplement de la marche. Donc, pendant 5 minutes, on augmente la température corporelle. Suivra ensuite la phase d'étirement balistique ou ce qu'on appelle les éducatifs. On cherche alors de façon dynamique à activer les muscles et les tendons dans une amplitude optimale. Chaque éducatif que vous allez voir ici peut être exécuté sur une distance d'environ une vingtaine de mètres. Le retour peut être fait en trottant ou en marchant selon le niveau de la personne. Donc, on voit, ce serait une bonne stratégie de faire ces exercices-là avant toute séance de course à pied. Donc, ici, on marche les pieds en inversion, c'est-à-dire vers l'intérieur. Ici, on voit l'inverse, on marche les pieds en éversion, donc vers l'extérieur. Ça permet de travailler tous les petits muscles intrinsèques du pied, donc la proprioception. Pour quelqu'un qui s'en va faire, exemple, une course de trail, c'est excellent. Ici, on déroule talon-pointe. Donc, l'objectif, encore une fois, c'est de travailler de façon en une plus grande amplitude les différents muscles qui vont être sollicités lors de la course à pied. On avance un petit peu. Vous allez voir parfois des étirements balistiques. Donc, je vais aller chercher l'amplitude au niveau d'une articulation qui va être sollicitée. On augmente un petit peu l'intensité avec des genoux hauts. On essaie d'avoir un bon dynamisme lorsqu'on les fait, encore une fois, sur une vingtaine de mètres tout au plus. Les classiques talons-fesses. Donc, encore une fois, je vais activer directement les muscles qui vont être sollicités. Vous constaterez que tout au long, mon intensité augmente. Et la dernière phase, souvent, si je fais des intervalles dans ma séance, je vais essayer d'intégrer des accélérations pour tranquillement aller rechercher l'intensité que je vais atteindre lors de ma séance. Vous constaterez que les classiques étirements des quadriceps, des ischio-jambiers et des épaules n'ont pas été intégrés à cette routine. En effet, ces derniers ne sont pas nécessaires avant une séance de course, puisque cette activité ne requiert pas d'amplitude particulière. En préparation à une séance comportant des intervalles de course à intensité élevée, les études vont démontrer que les étirements statiques peuvent même diminuer la performance. Pour ce qui est du retour au calme, ça permet au corps de revenir à la normale. Donc, pour la sécurité des participants, il est important de ne pas sauter cette étape-là. Une durée minimum de 5 minutes est recommandée et encore une fois, un jog léger ou la marche peut suffire selon le niveau. Ici encore, les étirements statiques qui visent une augmentation de la flexibilité, ils devraient être effectués dans une séance d'entraînement qui est complémentaire. Lorsqu'on a vu un petit peu plus tôt les différentes causes des blessures, il y avait au centre les blessures reliées à l'entraînement, que bien souvent, le facteur relié à l'entraînement est présent dans 80% des cas, selon l'étude Aval-Cartier en 2014. Donc, je vais vous parler des principaux principes d'entraînement qui sont essentiels pour prévenir les blessures à la course à pied. Dans un premier temps, une progression inadéquate constitue le principal problème à la course à pied. Il faut laisser le temps au corps de s'adapter. Comment qu'on fait ça? Dans le fond, c'est que le volume total d'entraînement d'une semaine ne devrait pas augmenter de plus de 10%. Par exemple, si dans votre semaine, vous courez un total de 10 km,
Alors, dans la semaine suivante, vous ne devriez pas au total courir plus de 11 km. Ça représente votre augmentation de 10 de volume. Pour ce qui est de l'intensité, c'est la même chose. Celle-ci, en plus de ne pas augmenter trop rapidement, elle ne devrait pas représenter plus de 25 du volume total de votre semaine. Donc, je m'explique. Si vous vous entraînez 3 fois par semaine en course à pied, alors ça ne devrait pas être 3 fois des intervalles de course parce que ça va représenter pratiquement 100 de votre course qui va être fait en intervalles. Évidemment, le warm-up et le cool-down sont inclus dans ça, mais c'est important d'avoir un ratio et de ne pas toujours être en intensité, ce qui est souvent le cas chez les militaires. Au niveau du principe d'individualisation, ça, lorsqu'il y a de la course en peloton, c'est là que ce principe-là est souvent mis de côté. Il est important de respecter le niveau de chacun. C'est vraiment pas agréable pour un coureur qui est plus faible d'être obligé de suivre un peloton parce que pour lui, ça va être démotivant. Il va courir au-delà de ses capacités et il risque de se blesser. À l'inverse, pour un coureur qui est plus rapide, qui doit ralentir, il ne pourra pas aller chercher nécessairement les gains escomptés et il va probablement devoir ralentir sa cadence naturelle. Donc, ça risque d'avoir un impact sur sa biomécanique, donc d'avoir un impact négatif sur ses structures anatomiques, donc peut-être d'amener certaines blessures. Une stratégie efficace, ça peut donc être lors de la course en peloton de le séparer en différents niveaux. Par exemple, 3 niveaux, les plus faibles, les moyens et les plus forts. Ça rend donc les efforts un petit peu plus homogènes. Une autre stratégie, ça peut être simplement de recommander à chaque participant dans le peloton d'aller à son propre rythme selon des fractions de temps qui sont préétablies. L'ensemble des participants vont par la suite pouvoir se regrouper après chaque intervalle ou chaque bloc d'intervalle. Donc, le respect du niveau de chacun est respecté. Finalement, le principe du repos. Il est important d'alterner les journées d'activité à fort impact avec des journées à faible impact. On parle d'impact élevé lorsqu'il y a absorption des chocs par le système musculo-squelettique. Exemple, lorsqu'il y a de la course à pied, lorsqu'il y a des sauts. On va parler d'impact faible, par exemple dans le yoga, dans le vélo, dans la natation, où il n'y a pas, le système musculo-squelettique n'est pas, il n'y a comme pas de cognage récurrent dans le système musculo-squelettique. Les journées d'activité à faible impact permettent des périodes de repos et donnent du temps aux os, aux muscles, aux ligaments, aux cartilages, aux tendons, d'effectuer les réparations naturelles. La plupart des adultes ont besoin d'environ 24 heures pour que ces petites réparations de microtraumatismes-là puissent se faire. Mais quand vous vieillissez, votre corps a probablement besoin d'un petit peu plus de 48 heures pour réaliser ces réparations-là. Bref, il est recommandé et important de varier votre entraînement au maximum. Je vous place ici un exemple d'une semaine type qui pourrait y avoir. Donc, j'ai représenté les journées à impact élevé en rouge, donc où il y a un impact sur les structures musculo-squelettiques. Donc, la course, la marche forcée. Vous voyez qu'ils ne sont jamais 2 journées en ligne. Là où vous allez voir, par exemple, le hockey. Si dans votre semaine d'entraînement, vous avez une période de hockey, vous allez me dire, Joanne, c'est super intense du hockey. Il ne faut pas confondre l'intensité avec l'impact. Vous avez raison de dire que le hockey va être une activité qui va être intense. Alors, dans ce cas-là, si vous faites de la course le lendemain ou la veille, il va être important que cette course-là, même si elle a un impact élevé, que le niveau d'intensité soit faible. Donc, par exemple, on pourrait y aller dans ce cas-ci avec un petit jog relax. Donc, en résumé, on essaie de ne pas avoir de la course tous les jours ou bien d'avoir des sauts du CrossFit de façon récurrente. Il faut laisser le temps à nos structures, que ce soit nos os, nos muscles, nos tendons, de bien récupérer avec un 24 à 48 heures. Je continue un petit peu avec la thématique du repos. En fait, pour progresser, il est nécessaire de soumettre l'organisme à une charge de travail. On va appeler ça la surcharge. Donc, dans le graphique que vous voyez, la ligne horizontale correspond à votre niveau de condition physique. La ligne qui est juste ici.
Les flèches verticales, ils correspondent au stimulus d'entraînement. Donc, lorsque vous vous entraînez, ça crée une fatigue qui va abaisser temporairement votre niveau de condition physique. Un repos adéquat, normalement 24-48 heures, va permettre de refaire vos réserves d'énergie et de réparer vos tissus comme on vient juste d'en parler. Ensuite, il va y avoir la période qu'on appelle la surcompensation. Celle qui est au-dessus ici, si vous suivez mon curseur, pardon, je vais les punch. Celle qui est au-dessus de la ligne. Cette période-là, elle correspond à un bref moment où votre niveau de condition physique est augmenté. Un entraînement bien planifié dans cette phase contribuera au fil du temps à augmenter votre niveau de condition physique générale. À l'inverse, un repos inadéquat entre les entraînements peut mener une personne au surentraînement parce que la récupération n'est pas complète. Il faut noter par contre qu'il y a plusieurs facteurs tels que l'alimentation et le sommeil qui peuvent également contribuer au surentraînement. J'ai seulement exposé ici là, la charge d'entraînement et le repos. Il y a quelques minutes, on a parlé de progression. Donc, il n'est pas rare de voir un militaire revenir d'un déploiement, d'un long congé ou encore pire d'une blessure et de reprendre l'entraînement là où il s'est arrêté. J'aimerais bien voir vos visages en ce moment et voir les petits sourires en coin, là. On n'a pas de temps à perdre, go, 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 on est reparti. Donc, c'est un bon classique. Or, sachez que même les athlètes de haut niveau vont toujours appliquer une routine de retour à l'entraînement pendant un minimum de 2 semaines. Ça permet d'éviter les blessures. En course à pied, tout retour à l'entraînement devrait comprendre des entraînements fractionnés, c'est-à-dire l'alternance de marche et course. Vous avez ici des exemples que je vous ai proposés. Donc, si je prends par exemple la semaine 1 juste ici, ça serait de faire 5 séries de « je cours 1 minute, je marche 1 minute ». Ça, c'est une série. Alors, je refais ça 5 fois. 2 jours plus tard, je pourrais faire 10 séries et 2 jours plus tard, encore dans cette même semaine-là, je pourrais faire 15 séries, juste ici. Donc, pour un programme adapté à votre condition, vous pouvez communiquer avec les moniteurs de conditionnement physique et sport de votre localité ou vous générez un programme sur le site de cfisd.ca. L'adresse URL est tout juste en bas sur la diapositive. On a parlé d'équipement lorsqu'on a vu les causes, donc laissez-moi aller un petit peu plus en profondeur au niveau des espadrilles. Donc, évidemment, le confort et le support sont très importants. Les chaussures doivent être en bon état. Ça dépend vraiment de l'utilisation que vous en faites. Pour les coureurs, on entend souvent la règle des 1000 km de course environ. Mais vous n'avez pas besoin de compter votre volume. Regardez l'état des chaussures, puis si vous voyez qu'il y a une dégradation ou une déformation, peut-être qu'il est temps de les changer. Normalement, si ça va bien avec une paire de chaussures, elle est en bon état, vous n'avez pas à la changer. Par contre, si vous recherchez de la performance, il y a plusieurs écoles de pensée quant au choix de chaussures minimalistes ou traditionnelles. Les chaussures vont avoir un impact plus ou moins significatif sur nos mécanorécepteurs, sur la mécanique de la course et sur l'économie d'énergie. Mais la règle numéro 1 à retenir dans ce monde-là, qui est très, très, très technique, c'est que si vous changez de type de chaussure, soyez progressif. Comment être progressif? Allez-y 1 journée par semaine avec cette nouvelle paire de chaussures-là. Ou si vous changez de paire de chaussures, puis vous voulez passer, exemple, d'une chaussure avec 1 pouce d'épais de talon à une chaussure, exemple, 5 finger, bien, dites-vous qu'il faut que vous comptiez au moins 1 mois entre chaque changement d'indice minimaliste de 10 à 20 %. Je ne rentrerai pas en détail dans ce qui est au niveau de l'indice minimaliste, mais retenez qu'il faut y aller progressivement. Donc, 1 journée à la fois, puis de 1 niveau de chaussure à la fois. J'ajoute ici la course en bottes de combat. Celle-ci peut avoir un impact qui est considérable sur le risque de blessure pour plusieurs raisons, mais une d'elles, c'est la perturbation de la biomécanique de la cheville et du pied. Quand on parle de course en bottes de combat, on va souvent aussi parler de course avec charge. Encore une fois, cette pratique-là n'est pas recommandée puisque la charge ajoutée lors de la course, ne pas confondre quand c'est de la marche parce que la biomécanique est très différente, mais à la course, la charge initiale que vous avez sur votre dos correspond à plus de 3 fois le poids réel.
Donc, ça va engendrer un déplacement du centre de gravité et ça va affecter la biomécanique de la course. Le risque de blessure, il se retrouve donc plus élevé. Par conséquent, dans la mesure du possible, il est souhaité de limiter au maximum les entraînements ou les distances parcourues avec des bottes ou avec une charge. À titre d'exemple, lors de la compétition Iceman, qui est un pentathlon militaire qui comprend la marche avec charge, de la raquette, du ski et la course et du tir, l'intégration des bottes de combat à l'entraînement pourrait être limitée à une fois par semaine ou à quelques kilomètres seulement. Le poids du sac, lui, il pourrait être réduit. Donc, on minimise les risques. Si je poursuis au niveau de l'équipement, avec les bas, le choix de votre paire de bas peut aider à prévenir certains types de blessures, dont les ampoules, par exemple. Donc, assurez-vous que vos bas sont de la bonne grandeur pour réduire les points de pression. Optez pour des choix sans ou avec peu de couture. Finalement, choisissez un bas qui garde les pieds au sec. Donc, on peut y aller avec un tissu de type polypropylène ou laine de Merino. Mais le coton, on essaie d'éviter ça. Si malgré tout, vous avez fait des ampoules, donc pour éviter une plus grande douleur et un risque d'infection, il est recommandé de ne pas crever l'ampoule. Si elle est percée, donc on ne retire pas la peau, on la désinfecte et on applique un pansement approprié. Au niveau des vêtements, bien évidemment, c'est de s'assurer d'être voyant à toutes les heures, que ce soit avec des lumières ou des réflecteurs. Lorsque vous entraînez dans un environnement chaud, c'est de préconiser des vêtements qui vont être aérés de type dry fit. Et dans un environnement froid, on cherche à appliquer le principe des 3 couches. La première couche est certainement la plus importante et la plus souvent négligée. Un tissu de type polypropylène, polyester ou acrylique va permettre d'évacuer la sueur. La seconde couche, elle doit dissiper lentement la chaleur tout en laissant passer la vapeur d'eau, donc un polar pourrait faire l'affaire. Et finalement, la dernière couche est la couche imperméable ou coupe-vent. Si vous partez courir, il y a également des collations qui peuvent être intégrées à votre équipement. L'hydratation étant très importante, elle permet aussi d'éviter les coups de chaleur puis d'optimiser la performance. À l'entraînement, il est recommandé de boire 3 à 4 gorgées d'eau aux 15 à 20 minutes. Pour les entraînements qui vont durer plus d'1 heure, par contre, il est recommandé d'intégrer des glucides et des électrolytes, pardon. Donc, une boisson de Gatorade ou tout équivalent maison peut être très intéressante. Ça fait pas mal le tour de l'information que je voulais vous véhiculer. Donc, en utilisant l'option de chat ou de clavardage qui est à la droite, que vous avez déjà utilisée, j'aimerais que vous énonciez une stratégie à adopter pour prévenir les blessures à la course à pied. Donc, maintenant, c'est à votre tour d'y participer. Je vais réallumer mon écran. Donc, est-ce que vous êtes en mesure d'énumérer certaines stratégies que vous pourriez adopter à votre unité ou tout simplement à la maison pour prévenir les blessures? Vous pouvez les indiquer dans le chat. Soyez pas timide. Alors, Carl, il nous parle de surcharge progressive, donc on évite d'aller trop vite, avec Marie-France également. Véronique nous dit l'importance de faire un bon échauffement. Souvent, on manque de temps, on veut faire vite. Go, 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 on est parti. Courir sur une boucle plus courte, exemple piste de 400 mètres. Consulter un moniteur. Oui, consulter un moniteur va vous permettre d'avoir probablement tous les principes d'entraînement qui vont être respectés à votre propre niveau. Travailler la mobilité des hanches, effectivement. Il y a des gens qui, le simple patron moteur de la course à pied, pour eux, va être plus difficile. Donc, en travaillant la mobilité des hanches, ça peut aider. Ça peut même prévenir des fois certaines blessures, certains problèmes au niveau du nerf sciatique. Donc, je vais faire un petit résumé avec vous pour vous aider. Donc,
À votre unité, pour prévenir les blessures, évidemment, échauffement, retour au calme, d'avoir une bonne progression à travers chacune de vos semaines, mais aussi une progression lorsque vous revenez à l'entraînement. Vous ne pouvez pas repartir là où vous aviez arrêté. Individualisation, donc respecter ses propres limites et également, lorsque vous courez en peloton, idéalement, faire des groupes ou courir et revenir sur vos pas pour vous regrouper. Appliquer le principe de repos, c'est-à-dire alterner des journées à faible impact et impact élevé. On laisse un 24 à 48 heures pour que nos structures puissent bien récupérer. Avoir l'équipement adéquat, que ce soit au niveau des chaussures ou des vêtements qui vont permettre un entraînement optimal. De varier les surfaces, éviter de courir sur du béton, sur de l'asphalte. Donc, ça peut être de courir dans le bois également. Donc, d'avoir le plus de variété possible. J'ai Maxime ici, piste afin que tous les coureurs soient ensemble. Ah oui, parfait, j'avais pas compris. Donc, pour regrouper les coureurs, ça peut être sur une piste de 400 mètres. Donc, les gens ne s'éparpillent pas là, sur une grande distance. Merci pour la précision, Maxime. Donc, tout ce que vous avez énuméré était des très bonnes stratégies. On en a vu, la diapositive ici représente les principales. Il y a une chose aussi, c'est que malgré tout, si vous avez appliqué toutes ces stratégies-là, c'est de consulter rapidement, que ce soit en physiothérapie ou avec l'équipe de reconditionnement physique des PSP. En fait, plus vous attendez, plus vous allez probablement allonger votre convalescence et courir le risque que les dommages soient plus permanents. Donc, dans la mesure du possible, on essaie de consulter le plus rapidement possible. Je vais conclure avec les directives canadiennes de la Société canadienne de physiologie de l'exercice. Donc, être actif au moins 150 minutes par semaine peut contribuer à réduire le risque de décès prématuré, de maladies du cœur, d'AVC, d'hypertension artérielle, de certains types de cancers, d'ostéoporose, de diabète de type 2, de surpoids, d'obésité. Ça permet également d'améliorer la forme physique, la force et la santé mentale. Donc, demeurer actif, c'est important, mais il faut vraiment le faire de façon adéquate. Ça termine donc ma présentation. Vous allez trouver sur la diapositive suivante différentes ressources qui peuvent être très importantes dans cette période de crise. Je vous invite à les conserver ou à les partager à une tierce personne là, au sein de vos proches. Je vous invite maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Je vais être disponible pour lui répondre. Merci, Véro. Soit que j'ai été très claire, soit que vous êtes timide ou soit que vous écrivez pas vite. Ou soit que vous êtes toutes déjà des professionnels. Merci, Sophie. Donc, à tous, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vais rester disponible encore quelques instants s'il y en a qui ont des questions. Mais merci de votre participation. Et n'hésitez pas à consulter le site Connexion Fac pour toutes les autres présentations qui vont avoir lieu par les différentes équipes de la promotion de la santé partout au Canada.